Dans ma dernière vidéo, j'ai voulu aborder les dangers potentiels des écrans sur les enfants, mais j'ai eu un peu les yeux plus gros que le ventre. Trop d'infos, trop de concepts, pas assez de respiration entre les mots, bref, aujourd'hui j'ai décidé de me concentrer sur une seule thématique, mais cruciale, la technoférence. En gros, comment les écrans viennent interférer avec nos relations humaines. La présence de cet objet, c'est une espèce de révolution dans la façon de se penser soi-même et de penser le rapport à l'enfant. C'est un tiers dans la relation parent-enfant. C'est ça, c'est une triangulation de la relation. La technoférence, c'est le terme qui est utilisé maintenant par les chercheurs pour signifier les interruptions de relations qui sont causées par nos petits bidules. Il y a même des chercheurs qui ont démontré que la technoférence initiée par les parents va occasionner plus de troubles de comportement chez les enfants. Et c'est pas juste les chercheurs en psychologie qui s'en inquiètent parce que de plus en plus de créateurs de contenu et de figures publiques en parlent. Je pense notamment à Inoxtag qui, dans son documentaire iconique Kaizen, invite à se reconnecter à la nature et aux autres. Je me suis rapproché de la nature, je me suis rapproché des vrais moments de la vie, des trucs que je vivais pas. Parce que j'étais tout le temps dans le speed, dans les tournages, les vidéos, les écrans. Léna Situation, qui a tenté un mois sans téléphone à un moment où il la rendait super anxieuse. C'était pas simple internet ces derniers temps, je vais pas vous mentir. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu vraiment faire cette cure en réalité. C'est le même combat, on sent bien qu'un virage est en train de se faire. Après des années d'hyperconnexion, la génération Z commence à tirer le frein à main. En fait, on est un peu pile entre deux mondes. D'un côté, on a grandi avec MSN, la Nintendo DS, et même, si je veux les citer, Bimbo.fr ou encore Abo, et de l'autre, on a vu l'arrivée de Facebook, Snapchat, Instagram, et plus récemment TikTok. Et les enfants de la nouvelle génération, eux, baignent dedans dès la maternelle. On peut voir dans le métro des enfants de moins de 3 ans sur un téléphone, parfois dans des poussettes, et parfois même pendant que les parents scrollent à côté. Et c'est là que la technoférence, elle entre en scène. Ce n'est plus juste une question d'écran, c'est une question de présence à l'autre, d'attention partagée, de lien qu'on crée avec les autres. Quand on est deux dans une pièce et qu'un écran s'invite, forcément la relation elle va changer et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Alors concrètement, le terme technoférence, il est né en 2010 et je pense que tu l'auras compris, il vient de la contraction de deux termes, technologie et interférence. En fait, il désigne une réalité toute simple, ce sont tous ces moments où les écrans vont venir s'incruster dans nos interactions sociales. Un exemple typique, ça va être quand tu parles à quelqu'un et qu'il regarde ton téléphone en même temps, ou encore pire, qu'il te dit « je t'écoute », mais qu'il ne prend même pas la peine de lever les yeux pour te regarder. Je pense qu'on a tous déjà vécu ça et même fait ça. Bref, le souci, c'est que ça devient la norme. Et c'est pas juste une question de politesse. En fait, notre attention est une ressource ultra limitée. Donc quand on doit la diviser entre une personne en face de nous et un écran, déjà, on fatigue notre propre cerveau, et en plus, souvent, c'est la personne en face de nous qui en pâtit. Parce qu'on peut pas être pleinement présent à deux endroits à la fois, et ce, même si on a tendance à penser qu'on est bon en multitâche. Eh bien, la technoférence n'est pas neutre émotionnellement. Elle envoie des signaux implicites qui disent « tu n'es pas prioritaire, ce que tu dis n'est pas si important, je préférerais être ailleurs ». Et ça peut finir par blesser et même user nos liens sur le long terme. Des exemples de technoférence, il y en a plein. Ça peut être un membre de la famille qui scrolle sur Insta pendant le repas, ton partenaire qui check ses mails pendant une discussion importante, ou ton groupe de potes qui traîne sur TikTok en pleine soirée. Alors oui, ce sont des petits moments par-ci par-là, mais mis bout à bout, ils peuvent grignoter notre capacité à être pleinement ensemble, et ça concerne aussi les tout petits. Bon, avant de continuer, petit disclaimer, ce n'est évidemment pas l'écran en soi qui pose problème, mais l'usage qu'on en fait. Regarder un film ou discuter en visio avec un proche peut renforcer les liens. La technoférence, elle commence quand l'écran interrompt ou remplace le vrai lien. Et au début, c'était surtout la télé qui tournait en bruit de fond, un fond sonore un peu passif qu'on finissait presque par oublier. Mais depuis 2007 et l'arrivée massive des smartphones, on est passé à un autre niveau. Ce n'est plus juste une émission qui reste allumée dans un coin de la pièce, mais un flux constant de messages, de notifications, d'alertes qui viennent s'incruster dans tous les moments du quotidien, notamment dans ceux passés avec les enfants. Et je le rappelle, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la commission écran de 2024 qui a tiré la sonnette d'alarme. Les études montrent que l'usage des écrans par les parents réduit leur attention, leur disponibilité et leur réactivité vis-à-vis de leurs enfants. Et ça, c'est pas anodin parce que les micro-interactions du quotidien, comme répondre à un regard, nommer un objet ou encore partager un sourire, sont essentielles pour que l'enfant développe son langage, sa gestion des émotions et même sa confiance en lui.
Bon, promis, je vais pas te faire un cours de neurodéveloppement, mais en gros, le cerveau d'un enfant en construction, c'est un peu comme de la pâte à modeler qu'on peut étirer et moduler comme on veut. On parle de plasticité cérébrale. Elle est particulièrement active dans les premières années de la vie, où l'enfant va apprendre à parler, à bouger, à interagir et à se concentrer, et ça jusqu'à environ 25 ans, où le cerveau atteint une forme de maturité. Et pendant ce chantier du cerveau, on a des sortes de petites fenêtres qu'on appelle des périodes sensibles, et qui sont en fait des moments où le cerveau est hyper réceptif aux stimulations, mais aussi plus vulnérable. Donc si l'environnement est riche, il va favoriser l'apprentissage et le bien-être de l'enfant. Mais si l'environnement est pauvre ou perturbé, par exemple, au hasard, si l'attention des parents est sans cesse happée par un écran, en fait c'est un peu comme si le train passait et que l'enfant restait seul sur le quai. La recherche avance doucement et les études ont plein de limites. Elles sont souvent transversales, c'est-à-dire qu'on regarde un groupe d'enfants à un instant T sans suivre ces mêmes enfants dans le temps, en opposition aux études longitudinales. Parfois, elles sont basées sur des petits échantillons ou encore même sur des mesures subjectives, donc par exemple des questionnaires qui sont remplis par les parents ou les enseignants. En gros, des fois c'est un peu compliqué d'un point de vue scientifique et éthique de faire des recherches robustes et donc de tirer des conclusions définitives. Mais même avec ces limites, on a quand même une tendance dans la littérature, et tu t'en doutes, les effets des écrans sur le développement des enfants sont le plus souvent neutres ou négatifs. Et quand il y a des effets positifs, ils sont généralement très faibles, ou en tout cas rien de comparable à la richesse de vraies interactions humaines. En revanche, lorsque l'on parle des effets des écrans sur les jeunes, on a souvent tendance à se focaliser sur l'objet en lui-même. Pourtant, plusieurs recherches récentes ont montré que le véritable enjeu ne résidait pas dans les écrans en soi, mais dans l'environnement global dans lequel l'enfant grandit, et ce, dès les toutes premières années de sa vie. Par exemple, dans le cas du développement du langage, on a quelques repères clés. Entre 3 et 6 mois, le bébé gazouille, sourit et pleure. À 1 an, il dit ses premiers mots et comprend des consignes simples. À 3 ans, il utilise le jeu, conjugue et connaît son prénom. Et à 6 ans, c'est un vrai petit Molière avec environ 2500 mots de vocabulaire. Et c'est justement à ce type de moment clé que l'environnement joue un rôle majeur. Certaines recherches ont montré une corrélation négative entre le temps passé devant les écrans et le développement du langage chez les jeunes enfants. Autrement dit, les écrans n'aident pas et parfois ils le freinent carrément. À ce sujet, une méta-analyse de 2020 basée sur 42 études a montré que plus un enfant est exposé tôt aux écrans, plus ses capacités langagières sont faibles. Ces mêmes chercheurs ont aussi trouvé un lien avec des capacités cognitives globales diminuées à 5 ans. Pourquoi ? Parce que pour apprendre à parler, un enfant a besoin de vrais échanges humains. Il apprend par le jeu, l'imitation, le toucher, la répétition et le feedback. Sauf qu'un écran ne lui fournit aucune de ces interactions essentielles. Il n'y a ni regard, ni réponse immédiate. L'impact des écrans ne s'arrête pas à l'enfance. Même une fois adultes, nos capacités d'attention et nos interactions sociales, que ce soit en couple, au travail ou entre potes, peuvent en prendre un coup. Par exemple, le concept de présence partielle continue, ça va être ce moment où physiquement t'es là, mais mentalement t'es ailleurs, souvent captivé par un écran. Le problème, c'est que dans ces moments-là, les échanges sont moins riches, l'écoute est plus distante et on capte moins bien les signaux émotionnels de l'autre. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que plus on est connecté numériquement, et plus on peut se sentir déconnecté de la vraie vie. Et quand on parle d'attention, on peut en distinguer 2 types. L'attention exogène automatique, comme un bruit, une lumière qui clignote, ton tel qui vibre, et hop, ton cerveau est attiré. Et l'attention endogène, volontaire, c'est celle que tu utilises là, tout de suite, en m'écoutant. D'ailleurs, merci, et si tu veux me soutenir, je fais un petit aparté, mais n'hésite pas à liker cette vidéo et surtout à t'abonner et à commenter parce que ça aide beaucoup pour le référencement YouTube. Mais pour revenir à l'attention, en gros, l'attention automatique, c'est celle qui se développe en premier dès la naissance. L'attention volontaire, elle, se construit plus lentement, et c'est elle qui est cruciale pour rester concentré, apprendre en profondeur, ou même tenir une discussion sans décrocher. Pour le coup, je t'apprends rien, je pense, mais le problème c'est que les écrans sont conçus pour stimuler l'attention automatique, avec des couleurs vives, des sons, des changements rapides, tout est fait pour capter le regard et l'attention le plus longtemps possible. Et à force, cette surstimulation peut affaiblir notre capacité à mobiliser notre attention volontaire, comme quand tu veux lire un livre, bosser sur un projet important, ou juste, comme je le disais tout à l'heure, tenir une discussion sans avoir envie de checker ton tel. Et c'est pas juste une impression parce qu'une étude en psychologie sociale a montré que la simple présence d'un téléphone sur la table, même s'il est éteint, suffit à diminuer la qualité perçue de l'échange entre 2 personnes. Donc un petit conseil pour ton prochain date, laisse ton tel dans ton sac ou à défaut dans ta poche et tu verras que déjà c'est plus agréable et en plus ça peut t'éviter de rater certains signaux que Tinder à lui seul ne pourra jamais capter. Blague à part, dans cette vidéo, on aurait aussi pu parler de l'impact des réseaux sociaux sur nos relations, avec la comparaison sociale à des vies pseudo-parfaites, instagrammables, ou encore du fameux FOMO. Bon,
Je t'épargne mon accent anglais pour cette fois, mais c'est la peur de manquer quelque chose. Ce sont tous des sujets passionnants et d'ailleurs si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que ça pourrait carrément faire l'objet de prochaines vidéos. Mais pour finir sur une note un petit peu plus positive, si toi aussi tu veux reprendre le contrôle de ton usage des écrans ou mieux accompagner tes enfants si tu en as, voici quelques pistes concrètes. Déjà, pour les tout petits, les recommandations des chercheurs sont claires. Avant 3 ans, ils ne préconisent pas du tout d'écran. Entre 3 et 6 ans, un usage très limité, toujours accompagné d'un adulte, et après 6 ans, un usage modéré, mais toujours avec des règles très claires, et surtout beaucoup de discussions. L'objectif, c'est pas juste de limiter pour limiter, mais surtout de privilégier les vraies interactions humaines, le jeu et la créativité, donc en fait tout ce qui est essentiel pour le développement des enfants. Et pour toi et moi, on pourrait par exemple créer des bulles sans écran au réveil ou pendant les repas, désactiver les notifications inutiles pour réduire l'hypervigilance numérique, utiliser des applis comme le temps d'écran pour observer nos automatismes, ou encore instaurer des règles collectives, que ce soit en famille, en couple ou entre colocs. Dis-moi en commentaire, toi, si tu utilises déjà une ou plusieurs de ces astuces au quotidien, et même si t'en as d'autres à partager, ça peut carrément aider. Pour ma part, pendant 5 ans, j'avais désactivé toutes les notifications de mon téléphone. Bon, maintenant je les ai réactivées, par contre, je suis tout le temps en ne pas déranger sur mon iPhone, ce qui fait que en fait, j'ai jamais de notification qui pop-up, et ça me permet vraiment de garder le contrôle de mon attention, je trouve. Donc voilà, merci d'être encore là, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, et surtout n'oublie pas que le vrai défi c'est d'apprendre à choisir quand on veut être disponible, choisir quand on veut scroller, et surtout choisir quand on veut être là, pleinement, ici et maintenant.